législative 2022. Aujourd'hui, je suis avec Christian Lafont. Bonjour. Alors, on a l'habitude de vous rencontrer en tant que président du MEDEF. Donc, et là, on est pour une élection législative. Expliquez-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Bon, comme vous l'avez dit, j'ai été président pendant quelques années d'une organisation patronale et il m'a semblé légitime de me projeter dans ces législatives parce que je ne me reconnais absolument plus ni dans la politique nationale depuis quelques années qui sont portées par les différents présidents et encore moins donc par ces députés qui ne défendent pas, à mon avis, ni les idées nationales, ni les idées territoriales. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lever de mon siège et de m'engager. Et je suis, vous le savez très bien, je suis partisan pour une croissance, parce que je suis convaincu que la croissance permettra une bonne transition écologique, permettra une bonne transition numérique et permettra d'améliorer le pouvoir d'achat de nos Français. Alors, vous me dites, je ne me reconnais pas dans tous les partis. Alors, quelle a été la solution que vous avez trouvée pour vous reconnaître dans le parti que vous représentez? Mais pour le moment, notre parti, c'est le territoire. Parce que vous le voyez, vous le savez tous, en tout cas, les Français et les Landais ne sont pas dupes. Une fois que tous ces politiciens sont élus, ils disparaissent de la circulation, ils disparaissent de la vue des Landais. C'est inacceptable, et on est complètement oublié. Enfin non, je dis ça, mais on les revoit de temps en temps quand il s'agit de quelques grandes inaugurations. Mais faute de quoi, le territoire est oublié. Vous savez, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'étais donc président d'une organisation patronale, j'ai fréquenté tous ces gens politiques, je les ai tous écoutés, et je me suis aperçu très rapidement qu'ils considéraient les provinces, et notamment le territoire des Landes, comme un petit quartier de Paris. Donc on n'a pas à être considéré comme un quartier de Paris, on doit être considéré comme une entité à part, comme une entité entière surtout, une entité intégrante à notre nation. Alors, pour toutes les législatives, on part à deux, toujours. Donc vous avez un suppléant. Qui est-il? Présentez-nous-le rapidement. Et quel est pour vous le rôle d'un suppléant dans ce travail? Alors, il s'agit de Marlène Héritier. Marlène Héritier est salariée d'un salon de coiffure au Grand Mail. Et elle est salariée d'un salon de coiffure et je m'entends extrêmement bien avec elle. Nous partageons exactement les mêmes idées et nous sommes très complémentaires d'ailleurs. Elle est plus altruiste, j'allais presque dire, c'est-à-dire elle est vraiment tournée vers les autres, elle est tournée vers la famille, elle est tournée d'ailleurs vers le handicap et vers une meilleure justice sociale. Voilà. Et ce qui fait que l'un et l'autre, nous soyons complémentaires. Et d'ailleurs, ça ne nous a pas échappé ce choix, où on me catalogue souvent comme le porte-parole, bien évidemment, uniquement que des chefs d'entreprise, et pourtant, ma suppléante, c'est bien une salariée. Pour vous dire qu'on peut trouver de l'harmonie entre les uns et les autres, et pas de la discordance, et pas de l'opposition, comme pourrait peut-être se l'imaginer certains partis. Donc, vous voyez bien l'engagement que j'ai pour le bien commun. Donc, pour résumer, c'est vraiment un nouveau parti que vous créez de toutes pièces, qu'on soit bien d'accord, et qui concerne que les Landes. Ouais. Il ne concerne pas que les Landes, parce que vous savez qu'un député, c'est le représentant de l'État, c'est le représentant de la nation. Mais en représentant l'État et la nation, il ne faut pas qu'il oublie quelles sont les origines de son vote, par qui il a été voté. Et donc, il ne faut pas qu'il oublie d'où il vient, il ne faut pas qu'il oublie le territoire qu'il a élu. Et c'est bien ce que je reproche à 90% des députés, en tout cas, qui appartiennent à des familles traditionnelles politiques. Donc, effectivement, on l'appellera certainement le territoire où ça se rapprochera, d'un nom comme le territoire. Je ne maîtrise pas encore le nom exact de notre futur parti, mais le mouvement, il est engagé. Alors, c'est un mouvement qui apparaît au moment des législatives. C'est juste pour faire un coup ou vous voulez travailler dans une durée avec une vision à long terme? Non, je n'ai jamais eu ni l'habitude, ni le loisir de travailler que sur des coups. Moi, ce que j'aime, c'est pérenniser les choses et c'est d'améliorer les choses. Vous me connaissez suffisamment, les Landais et les Landaises qui me connaissent le savent aussi. Et donc, vous savez très bien que c'est un parti qui vivra, c'est un parti qui se développera et on gagnera certainement cette campagne législative, mais encore, il y a bien d'autres campagnes sur lesquelles nous nous battrons pour les gagner. Voilà, donc c'est vraiment le démarrage d'une aventure politique dans votre cas. Absolument, et je suis le fer de lance, pour le moment en tout cas, de ce mouvement. Mais je sais que bien d'autres m'encouragent
je reçois tous les jours des textos, je reçois tous les jours des mails, donc je sens qu'il y a vraiment une vraie nécessité pour que ce mouvement et ce parti existent. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, le travail d'un député, il est double. On le dit toujours, c'est un peu la difficulté, c'est qu'il y a un travail national où il faut être à Paris pour défendre des grandes causes, on dira, et il faut être au niveau local pour être à la défense du territoire. Comment, si vous vous instaurez dans la notion de territoire, vous allez pouvoir être dans ces deux actions? En somme, je pars de la conclusion suivante, et après je vais vous dire précisément comment nous allons opérer. Mais le fait d'appartenir à une famille très traditionnelle, politique, vous voyez bien qu'ensuite vous ne devenez qu'une voix pour cette famille politique, et une voix qui va servir, je veux dire, un candidat national qui est à Paris, et dans laquelle sa vision déconnectée de Paris n'est pas du tout la même de celle de nos territoires. Et les préoccupations qu'il a, lui, là-bas, ne sont pas les mêmes préoccupations que celles de chez nous. Et on voit bien que très peu ou quasiment aucun députés de nos territoires n'ont jamais fait beaucoup d'efforts, en tout cas ne sont jamais très engagés dans nos territoires. En tout cas, ils nous oublient extrêmement vite, sauf maintenant, bien évidemment, où vous les voyez sur tous les marchés. Je pense qu'il y a une réelle préoccupation dans nos territoires, dont tout le monde s'aveugle. Je pense, et je suis convaincu aussi, que nous avons une culture, nous avons des traditions qui sont en train de se niveler, qui sont en train de se perdre. Et ça, il ne faut absolument pas les perdre, il faut les conserver, et voire même, il faut les promouvoir. Et il faut les promouvoir dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que dès l'école, il faut que dès la maternelle, soit enseignée la culture du territoire. C'est ça qui a fondé, en fait, l'identité des Français. Ce n'est pas uniquement que Paris, c'est l'ensemble des territoires qui a créé ce que nous sommes, qui nous sommes, avec l'accent que nous avons. On vous sent remonter contre Paris, il y a vraiment pour vous deux mondes différents? Je ne suis pas remonté, je suis engagé. Et quand un homme est engagé, eh bien, il combattra, il se battra avec les idées qui lui sont portées contre cette espèce de niveau, bon, je ne trouverai pas mon terme exact, mais cette espèce d'aplanissement, vous voyez, de notre France. Regardez, dernièrement, j'ai lu un livre formidable qui s'appelle « La France sous nos yeux ». C'est un des responsables de l'IFOP qui a écrit ça. Et il disait que c'était dingue. Depuis Paris, vous voyez, en descendant à Orléans jusqu'à Bordeaux, il n'y avait plus d'accent. C'est-à-dire que tout était neutralisé, tout était neutre. Donc vous voyez bien qu'on est en train de tout perdre. On est en train de perdre une richesse patrimoniale, on est en train de perdre une richesse culturelle, on est en train de perdre nos accents, on est en train de perdre nos paysages, on est en train de tout perdre. Donc en fait, je m'insurge sur ça, et donc c'est la raison pour laquelle, le jour où je serai député, croyez-moi, si cela fait l'objet d'une dernière de vos questions, croyez-moi, eh bien, je me battrai non seulement pour la nation, pour la France, mais je me battrai aussi pour mon territoire. Alors, avant d'être élu député, il faut que les gens aillent voter. Et dans cette campagne, déjà au niveau présidentiel, et puis là en législative, on retrouve ce phénomène, on ne parle pas de l'abstention. Pourtant, c'est vraiment un élément clé des élections actuellement. Comment... Mais le pire là-dedans, c'est que je les comprends. Je les comprends parce qu'on ne sait plus jamais pour qui voter. J'aimerais dire des choses qui me portent sur le cœur, mais politiquement, on me dit que ce n'est pas correct. Mais regardez, une semaine après la mise en place d'un gouvernement, tous les scandales de corruption qu'il y a, tous les scandales de mœurs qu'il y a. Vous vous rendez compte? Chacun, c'est le copain du copain, et dans lequel il n'y a que des histoires de mœurs. Comment voulez-vous qu'un Français se reconnaisse là-dedans? Donc demandez à un Français d'être bon père de famille pour être gouverné par des mauvais pères de famille. Donc ce n'est pas possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles je comprends que les Français ne s'y retrouvent pas dans ces zones politiques. C'est pour ça que les Français, il faut qu'ils élus, enfin, il faut qu'ils votent pour des locaux. Il faut qu'ils votent pour des locaux engagés. Voilà. Et arrêtons de voter pour les copains des copains qui nivelleront la France, bien évidemment, et qui, dans tous les cas de figure, ne se retrouveront pas. Si on parle après des partis politiques, ça rejoint à cette question, en vrai, si vous me permettez. Mais regardez la composition du paysage politique. On a deux extrêmes, un extrême complètement gauche, porté par les communistes d'ailleurs, et un extrême conservationniste. Et au milieu, un financier. Tout le monde a explosé. On dit, ah, mais comment ça se fait que tout le monde explose? Ben, arrêtez de vous corrompre. Arrêtez de travailler pour vous. Travaillez pour le peuple.
travailler pour le pays. Et arrêter comme ça d'essayer absolument d'avoir le pouvoir absolu et de faire travailler les copains et les copines. Non, il faut travailler pour les convictions que nous avons. Pour vous, c'est une question un peu piège, mais si je vous écoute, si je traduis un peu et puis un peu ce qu'on voit, en France, on est toujours en démocratie ou c'est une forme de dictature? Je ne dirai jamais que nous sommes en dictature, jamais. Je connais la dictature, j'ai assez voyagé, aller en Russie, aller en Chine, aller en Corée du Nord. Et là, vous connaîtrez réellement, aller dans certains pays africains, vous connaîtrez vraiment ce que c'est qu'une vraie dictature. Quand les Français disent qu'en France, on vit dans une dictature, c'est qu'ils ne se retrouvent plus dans la démocratie de nos parents ou de nos grands-parents. En somme, c'est simple l'histoire. Pourquoi? Une des raisons principales pour laquelle on ne se retrouve pas dans cette démocratie, je veux dire, imaginaire, c'est justement une des raisons de ces votes législatifs. Elles sont extrêmement capitales. En fait, il faut qu'on ait des pouvoirs d'opposition. Faute de quoi, on est dans une pseudo, je ne dirais pas dictature, ça m'est difficile de le dire, on est dans une forme d'oligarchie politique. C'est plutôt ça le vrai terme. Je pense que ces législatives, il faut que l'on vote des locaux pour qu'on puisse revendiquer à l'Assemblée nationale nos idées. Faute de quoi nous sommes des ventres à terre devant un parti politique conventionnel. Il faut cesser avec ces ventres à terre. Donc il faut cesser avec ces bien-pensants, il faut cesser avec ces sourires politisés, il faut se battre. Et donc quand on se bat avec ses convictions et qu'on ne l'appartient plus à une grande famille politique comme je le fais actuellement, alors j'ai quartier libre pour pouvoir représenter les idées qui me paraissent être les meilleures pour nous. Est-ce qu'à ce moment-là, si chacun va défendre son territoire, les Bretons, les Landais, les Girondins, on ne risque pas d'arriver aussi un peu à l'effet inverse de cacophonie à l'Assemblée nationale? Alors je ne suis pas convaincu. Parce que les idées nationales qui sont portées dans les autres territoires sont les mêmes. Sur le chômage, c'est le même. Sur la santé, c'est la même chose. Sur l'éducation nationale, c'est exactement la même chose. On le retrouve sur la justice, sur même l'injustice. On le retrouve absolument, quoi. Sur la retraite, on le retrouve encore. Donc on retrouve vraiment ces mêmes bases fondamentales. Par contre, chacun a droit à faire exister et à faire promouvoir son territoire. Et je trouve que c'est absolument légitime. Les Bretons ont le droit et ont l'intérêt de faire promouvoir leur territoire breton et l'Alsacien aussi, mais les Landais aussi. Alors, demain, on part du principe que vous êtes élu, vous arrivez à l'Assemblée nationale, donc on va parler du premier travail qui est un travail au niveau national. Quels sont les dossiers qui, pour vous, aujourd'hui, dès demain, il faut prendre à bras-le-corps? Plusieurs dossiers, bien évidemment. Vous savez qu'il n'y a plus un dossier dans l'urgence, il y a une multitude de dossiers qui doivent être dans l'urgence, que ce soit sur l'écologie, sur l'environnement, sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, la souveraineté économique, sur les familles, sur l'hôpital, sur l'éducation nationale. Tellement de dossiers sont urgents, sont brûlants. Mais laissez-moi vous citer 2 ou 3 aberrations, en tout cas, qui me paraissent importantes. Vous savez qu'on a un premier objectif en 2030 et un second objectif en 2050 concernant l'environnement. Regardez, on est le premier producteur en France de forêts de chênes. 80%, écoutez bien ça, 80% de nos forêts de chênes sont vendues en Chine pour les besoins de nos Chinois. Et pourtant, nos entreprises françaises manquent de chênes. Vous vous rendez compte? Les artisans manquent de chêne. Les fabricants de chemin de fer manquent de chêne. Et on est obligé d'aller l'acheter au fin fond de l'Europe, alors qu'on est la première forêt. Regardez à Metz. Quand je parle de chez moi, je parle de chez nous. À Metz, à côté de notre commune de Metz, quasiment toute la forêt de chêne est partie en Chine. Alors que vous avez les bois imprégnés qui a besoin de chêne, est obligé de l'acheter ailleurs. Et on parle d'environnement. Et mieux encore, ça a été transporté par des camions espagnols. Et alors on va vous dire, l'environnement, la souveraineté, elle passe par là. Il faut que l'État devienne entrepreneur. Il arrête de devenir comme ça, planifié, bien pensant, bienveillant ou pseudo-bienveillant. Il faut qu'il devienne entrepreneur. Il faut qu'il régule ces marchés-là, quoi. Donc ça, c'est un des sujets vraiment qui me porte à cœur et qui me semble extrêmement important. Mais sur l'éducation nationale aussi, vous avez plein de choses à dire. Regardez sur l'éducation nationale, juste un point.
et après on passera à autre chose, mais, parce que sinon je vous reste 1 heure devant votre caméra, là, vous le savez. Mais l'éducation nationale, on a un professeur qui est face à 30 élèves. Déjà, une famille a des difficultés de gérer un adolescent, le professeur il doit en gérer 30. Et on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? La France est le pays d'Europe qui met le plus d'argent dans l'éducation nationale. Et aujourd'hui, par rapport à l'Europe et par rapport aux pays européens, nous avons quasiment les plus mauvais résultats. Donc on voit bien que ça ne fonctionne pas, que l'argent n'est pas mis là où il faut, ou il n'est pas mis en tout cas correctement. Il faut qu'on arrive à diminuer de manière significative le nombre d'enfants dans les élèves. Regardez à la maternelle. Dès la maternelle, on a un professeur ou un maître d'école et une absenne. Et tout d'un coup, en CP, ça s'arrête. Et tout d'un coup, on a un maître d'élèves qui se retrouve avec 30 petits gamins. Non, il faut réduire au moins, en tout cas je suis pour, que l'on réduise au moins à 17 le nombre d'écoliers dans une classe jusqu'en terminale. Et jusqu'en 3e, nous devons avoir des absents qui continuent à aider les enfants les plus en difficulté. Aujourd'hui, on nivelle l'éducation nationale ou on nivelle le niveau d'une classe vers le plus faible. Pourquoi on nivelle le niveau vers le plus faible? Parce qu'on a un seul professeur pour 30 élèves. Comment voulez-vous qu'il fasse? Donc ce n'est pas possible. Enfin, vous voyez, je partirai sur d'autres principes, sur l'éducation nationale, mais regardez, il n'y a pas de pont entre l'entreprise et l'école. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas d'harmonie. Il faut que l'entreprise soit au cœur de l'école, comme il faut que l'école soit au cœur de l'entreprise. On masterise des générations. On a 76% de gamins qui sortent de l'école comme master. Donc, en dehors de glorifier l'ego des parents, ça ne sert plus à grand-chose. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'école, ou ils sont au chômage, ou ils touchent le SMIC, pour un bac plus 5. Ce n'est pas normal. Et on manque des métiers de la bouche, on manque des métiers de l'artisanat. Donc, il faut aujourd'hui que l'entreprise aille à l'école, montrer le panel des métiers qui existent, et que l'école visite les entreprises, pour que les enfants choisissent leur destin. Et pas que les profs, ou qui je ne sais qui, leur fassent croire que d'avoir 5 années après le bac, leur permettra de réussir une belle carrière. C'est absolument faux aujourd'hui. Alors, je vais rebondir parce que dès l'école, les premiers problèmes aussi arrivent avec l'insécurité, l'incivilité, tout ce qu'on peut entendre. Quel est votre regard sur ce qu'il faudrait faire, justice, police, sécurité? Alors, je veux dire, dans beaucoup d'autres pays, notamment dans les pays du Nord, dans les pays de l'Europe du Nord, ça marche très bien. Chaque année, depuis la maternelle, les enfants vont visiter des casernes pompiers. Chaque année, ils vont visiter des commissariats. Chaque année, ils vont visiter des douanes. Chaque année, ils vont visiter des gendarmeries. Chaque année, ils vont visiter des palais de justice pour voir comment ça fonctionne. On n'imagine pas la différence de respect qu'ont ces enfants-là qui sont avec cette culture sur les devoirs régaliens de l'État par rapport à nous, aux latins, qui ont l'habitude, ou encore, et ça se développe, on a plus tendance à vouloir les combattre malheureusement qu'à vouloir travailler avec eux. Donc il faut, dès le plus jeune âge, remettre, je veux dire, la pendule, rappelez-moi, l'église au milieu du village. Il faut que favoriser ces rencontres entre les services d'État juridiques, en tout cas, ou de protection publique, avec l'école. Il faut aussi que ces personnes-là viennent dans les écoles. Vous voyez, moi, je vais proposer dans notre programme que dès l'âge de 16 ans, il y a des écoles de jeunes aspirants gendarmes, des jeunes aspirants pompiers, alors ça existe déjà, mais des jeunes aspirants policiers, des jeunes aspirants douaniers. Dès l'âge de 16 ans, il faut les créer. Parce qu'il y a des convictions, parce qu'il y a des valeurs à travers en tout cas toutes ces écoles de jeunes aspirants. Donc tout ça, il faut le faire. Je vous assure, ça diminuera. Diminuer la délinquance, ce n'est pas forcément la répression. La répression, c'est nécessaire, indispensable parfois, mais ce n'est pas le sujet majeur de la lutte contre la délinquance. La lutte contre la délinquance passe dès le plus jeune âge par l'éducation des parents et bien évidemment par les échanges entre l'école et les instances de police publique. Alors, on a fait un peu le tour déjà au niveau national, donc on va revenir au niveau local, puisque c'est la deuxième partie du travail d'un député. Là, au niveau local, pour vous, quelles sont les choses importantes à mettre en route immédiatement? Regardez, le thermalisme doit être reconnu d'utilité publique. Vous vous rendez compte comme le thermalisme a souffert pendant ce Covid? C'est inimaginable. Tous ces salariés qui ont changé même parfois d'orientation. Il faut que le thermalisme soit reconnu d'utilité publique. Il faut que l'État lance des grandes campagnes de prévention des troubles traumatologiques, des troubles phlébologiques, et que les Français se dirigent vers les établissements thermaux pour pouvoir se soigner en amont. En fait, le
thermalisme est vraiment un outil de prévention médicale. On ne le fait pas. Donc il faut, ça c'est un des sujets majeurs de notre territoire. On va parler du LGV rapidement, mais c'est une hérésie que d'avoir le LGV à Mont-de-Marsan. Il faut que le LGV soit à Dax. Pourquoi? Parce que c'est le cœur, le poumon économique landais, et il faut absolument que nous l'ayons. Est en train de pousser dans les Landes des énormes complexes médicaux. Donc il faut que demain, on soit en capacité de créer une Silicon Valley dans les Landes. Pour créer une Silicon Valley dans les Landes, il faut bien faire venir les personnes. Et donc il faut bien que le TGV, que le LGV vienne à Dax. Ça, c'est un deuxième projet, en tout cas, que l'on portera au le corps. Voilà. Et puis, bien évidemment, ensuite, nous avons nos traditions, comme par exemple, je vous le dis, la course landaise que j'affectionne particulièrement, elle doit être reconnue par l'UNESCO. Sinon, faute de quoi, un jour, cette course landaise va finir par mourir. Donc il faut que ça soit reconnu par l'UNESCO pour qu'on ait des fonds solides par l'UNESCO pour pouvoir valoriser et promouvoir nos courses landaises, nos échassiers, en fait, toute la tradition landaise. Voilà. Bon, tout ça, j'en suis convaincu, profondément convaincu. Je terminerai là-dessus. La forêt landaise, en fait, les Chinois ont les yeux rivés sur la forêt landaise. Et pour tout vous dire, nous avions les Russes. Alors, avec cette guerre de l'Ukraine, c'est fini, les Russes, ça va être plus compliqué pour eux d'acquérir la forêt landaise. Mais les Chinois ont les yeux rivés sur la forêt landaise. Ça veut dire que demain, cette forêt landaise, cette forêt de Gascogne, partira aux mains des Chinois. Il faut l'interdire. Il ne faut pas que ça parte ailleurs que chez nous. Il ne faut pas que ça parte ailleurs qu'aux Français. Il ne faut pas que ça parte ailleurs qu'aux Hollandais. On a un vrai savoir-faire, il faut que ça reste chez nous. Donc c'est une des raisons de mon engagement territorial. Alors, on a fait le tour d'un peu tout, là, on arrive à la fin. Justement, si les gens veulent venir discuter avec vous, si les gens veulent vous rencontrer par rapport à toutes ces idées et cette passion que vous dégagez, où est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer? La campagne jusqu'au 12, vous la faites comment? Alors, tout d'abord, je suis entrepreneur à Saint-Georges-de-Marraine. Donc les gens, chez moi, peuvent venir à Saint-Georges-de-Marraine quand ils veulent, comme ils le veulent. Donc j'ai ma société, vous le savez, donc est située à Saint-Georges. Les gens me trouvent très facilement. On est bien évidemment sur tous les marchés, à droite et à gauche. Nous avons aussi quelques réunions publiques. Alors je me les note tout le temps et je vais vous en citer quelques-unes. À Dax, nous serons le 1er juin. À Saint-Paul, le 31 mai. À Saint-Martin-de-Seignanx, le 7 juin. À Dax, encore une fois, le 8 juin. Donc on a des réunions publiques sur lesquelles ils pourront nous rencontrer. Et bien évidemment, sur notre site internet. Ça ne nous a pas échappé, M. Poinsignon, que lorsque vous passez sur la route d'Angoumé, sur la route entre Dax et Bayonne, vous avez un immense panneau 4x3 nous représentant, et là, c'est notre lieu de permanence. Donc, ils peuvent aussi nous retrouver dans notre lieu de permanence. Donc, je ne suis pas compliqué à trouver. Donc, mais je suis à votre disponibilité, à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la dernière question que je pose systématiquement à tous les candidats qui viennent sur ce plateau. Le 12 juin, donc je vais me retrouver avec les 11 candidats de votre circonscription et il va falloir que je choisisse un bulletin. Pourquoi je dois prendre le vôtre et pas celui d'un autre? Parce que je me battrai. Parce que le jour où je serai député, je vais me battre à l'Assemblée nationale. Je vais me battre pour les valeurs de la France. Mais je ne m'échapperai pas de notre territoire, je serai toujours présent au territoire. Je me battrai à Paris, mais je serai présent dans les Landes. Je me battrai sur les sujets fondamentaux régaliens de notre pays, mais je me battrai aussi pour valoriser les coutumes, les us et coutumes de notre territoire. Je suis un homme engagé, je ne suis pas un frileux, je pense même être un courageux. Et donc, votez pour Christian Lafont et Marlène Héritier, je vous assure, je vous en convainc, que je me battrai cœur et âme pour notre territoire et pour la France. Merci Landais et Landaises. Vive la France et vive les Landes. Merci d'avoir pris le temps dans cette campagne de passer nous voir. Je vous dis au soir du 12 juin pour voir comment les Landais ont accueilli votre message. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.